concomitant de la gloire de Raspoutine, et il participe après sa mort à son apogée total, à son assomption, pourrait-on dire, par le fait qu'en Russie même, j'ai recensé, je ne sais plus combien, 8 à 10 films produits en 1917 sur Raspoutine, il n'y en a qu'un seul qui a été conservé malheureusement, et aux États-Unis, 2 films déjà dès 1917, malheureusement pas conservés, dont le premier qui a eu un succès immensissime, parce qu'il était l'adaptation des mémoires non parues de l'ex-meilleur ami moine de Raspoutine, qui était devenu son meilleur ennemi, un moine conservateur ultranationaliste, et qui était à l'époque réfugié aux États-Unis, qui a publié ses mémoires, qui a joué son propre rôle dans le film, qui ensuite est revenu dans la Russie révolutionnaire, et qui a fini sa vie en étant pasteur évangéliste aux États-Unis dans les années 50. Vous voyez, une histoire extraordinaire, lui aussi très rocambolesque. Donc, le moine Iliodor dit Sergei Kroupanov de son vrai nom. Bref, donc on a d'emblée une géographie mondialisée de l'image de Raspoutine, avec le fait que Raspoutine construit de manière assez nette une autre vision à nous occidentaux de la Russie. Une Russie avec cette âme slave qu'on n'explique pas, une Russie croyante à l'ennemi de la superstition, une Russie un peu brute, une Russie des sens plutôt que de la raison, une Russie des couloirs obscurs et des complots, etc., etc., etc. Bien. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, parce que je saute un petit peu un certain nombre de films, alors, il y a eu des films en Grande-Bretagne par la Hammer, qui était une production de série B, donc Christopher Lee a joué Raspoutine. Christopher Lee, c'était le spécialiste des rôles de Dracula, de Frankenstein. Entre Dracula et Frankenstein, il a joué Raspoutine. Vous voyez, c'est toujours la même histoire. Et alors, dans certaines salles de Londres, vous pouviez voir 2 films à la fois, il y avait celui-là et puis un autre, et si vous veniez à certaines séances, vous pouviez repartir avec une barre postiche de Raspoutine. Génial. Et donc vous alliez dans les soirées, dans le swinging London des années 60, avec votre fausse barbe, en disant « Hé poupée, tu viens ?» ou « Hé Alexandra Fiodorov, hé Matsarine ?» Enfin, j'imagine les choses, vous voyez. Donc c'est vraiment de la culture populaire, et le fait même qu'on produise tous ces petits produits bonus comme on a dans les magazines, comme on a, etc., spécialement pour ces sorties-là, ça montre bien qu'il est complètement sorti d'un phénomène purement historique et que c'est devenu un phénomène culturel, Raspoutine. C'est presque aujourd'hui, on dirait que c'est un mème en quelque sorte. Hein. Il a une vie indépendante. D'ailleurs, on le trouve dans un nombre de mangas, de jeux vidéo, je les ai un peu listés, mais moi, je suis nul en jeux vidéo, je suis très mauvais joueur en plus, donc je ne suis pas allé jouer les rôles de Raspoutine. Mais voilà. Et donc il y a quand même plusieurs films qui sont passionnants, outre le fait que chacun a sa particularité. Harry Bohr avec j'allais dire un Jésus, avec un Raspoutine très égrillard, vraiment très typique de la qualité française des années 30. Donc c'est un film de Marcel L'Herbier tout de même de 1938, La tragédie impériale. Conrad Veidt, absolument magnifique, un Raspoutine qui fume. Il fallait y penser, complètement goguenard, très très second degré, un Raspoutine superhumain pour le coup, très très renan. Le Raspoutine d'Hossein plutôt historique, à la fin il faut quasiment voter, est-ce que Raspoutine doit mourir ou pas? Enfin, j'exagère, mais il aurait pu le faire à l'époque s'il avait déjà eu l'idée. Les Barrymore très très... alors on prend tous les personnages, on secoue dans le shaker, et Sam qui nous fait un cocktail, et puis on ressort un truc pseudo-russe avec des danses, du kazachok, du caviar, et puis on confond tous les personnages, mais c'est pas grave. Mais avec un Raspoutine qui est plutôt manipulateur et qui donc hypnotise le tsarevitch. Alors bizarrement, il n'hypnotise pas le tsar, il devait avoir un pare-feu très efficace, mais par contre le tsarevitch est complètement une petite marionnette. Il y a des moments très 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 croustillants dans ce film-là. Il y a une fabuleuse aussi un film, alors oui c'est un film australien de 1981 qui s'appelle Harlequin, où on a un Nicholas Rast, donc c'est l'inverse de Tsar, et c'est toute une vision très noire de la politique australienne à travers les manipulations. Mais il est assez fun, avec cette sorte de mage cosmique qui arrive d'on ne sait où et qui est en fait Raspoutine, Harlequin. Et enfin on arrive à Gérard Depardieu. Pourquoi diable notre brave Gérard, et je vous parle d'un téléfilm qui a été diffusé quand même le 25 décembre 2011 sur France 3, donc vous faisiez manifestement autre chose ce jour-là, mais il a quand même été vu par 1,3 million de personnes, ce qui est un petit score hein, pour France 3 quand même un soir comme ça. Que diable a-t-il fait dans cette galère? Eh bien on ne sait pas trop, c'est notre brave commise d'office José Dayan pour France 2, France 3, qui a repris un film qui avait été abandonné, etc. Un film auquel, on va pas dire que c'est le meilleur de Depardieu, je crois qu'il en a fait 122, donc de toute façon il y a le choix. Hein. Il apporte pas grand-chose, ni à Raspoutine ni à sa carrière.
Donc on va dire que c'est plutôt neutre, moi j'ai trouvé. Hein, c'est pas totalement méprisable, mais franchement, bon, on aurait pu s'en passer entre nous. Bon, puis en creusant un peu quand même, bon, il y avait quelque chose qui me chiffonnait un peu, c'est bon, non seulement on disait que c'était Yusupov qui avait assassiné Rasputin, bon, on passe encore, mais que, bon, Yusupov quand même, il était manipulé par un agent anglais, ça c'est une vieille théorie du complot aussi, dès 1918 en Russie, et puis que, bon, tout ça était un peu des histoires de PD, bon, voilà, pour dire les choses telles que c'est dit dans le film. Bon, et je trouvais ça quand même un peu borderline, au niveau politique, je me disais, tiens, pourquoi des Français racontent des choses que des Russes auraient pu dire? Eh bien, banco, c'est parce que le film a été financé par la première chaîne russe, qui n'est autre que la chaîne officielle du Kremlin. Le film n'a pas un sou de français dedans. Il a été, comme le dit très naïvement José Dayan dans une interview, heureusement que Gérard était là pour parler aux autorités. On a eu accès à tout ce qu'il fallait, et c'était un film quasiment de commande, et en fait un film politique. La preuve en est avec la série en 8 épisodes qui a été tournée en 2014, avec un acteur extraordinaire qui s'appelle Vladimir Mashkov, qui est essentiellement réfugié à Hollywood, mais qui est revenu donner son obol à la patrie, qui jouait d'ailleurs le rôle du tsar dans le téléfilm avec Depardieu. Donc vous voyez, en plus, c'est un mélange des choses. Un film dont le principal motto est la reconstitution historique exacte à la boucle de ceinturon près, vous voyez l'histoire comme on faisait au XIVe siècle, et où aussi il y a un sous-texte politique évident qui est, en gros, attention parce que c'est un véritable retournement, on passe de la légende noire au mythe blanc. Rasputin, donc c'est des syllogismes, hein, c'est un peu comme Socrate et un chat. Donc attention les yeux. Rasputin est un paysan, donc Rasputin est la Russie. Rasputin est un croyant, donc Rasputin est la Russie. Rasputin est assassiné par des homosexuels anglais, donc on a voulu assassiner la Russie. Et on assassine la Russie en plein milieu de la guerre, et c'est à cause de l'assassinat de Rasputin qu'on a mis à bas l'empire des tsars, qu'on a mis fin à la dynastie, et que la Russie a perdu la guerre, c'est QFD. Et on a pu heureusement se venger en 1945 en envahissant Berlin. Merci les gars. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui, la manière dont beaucoup de gens présentent Rasputin comme étant la vraie Russie. Et il y a un mouvement très fort, populaire d'en bas, pour la canonisation de Rasputin. Il y a... Alors, qu'il ait péché ou pas avec les femmes, après tout, il y a beaucoup de saints qui l'ont fait, sans doute. Et comme l'a dit Jésus, quand même, je te jette la première pierre, Marie Madeleine, etc. Donc Marie Rasputin, pourquoi pas. Mais peu importe. C'est si fort qu'il y a des personnes qui peignent des icônes de Rasputin. Alors vous dites, bah ouais, très bien, sauf que c'est totalement interdit. On ne peut pas peindre d'icône d'une personne qui n'est pas sainte. C'est un crime envers Dieu. Donc le mouvement est très fort, c'était le même mouvement qui avait eu lieu pour la canonisation de la famille impériale en tant que martyr de la foi orthodoxe. Bon, ça, ils l'ont obtenu, il y a un superbe mausolée maintenant à Ekaterinbourg, à côté de là où ils ont été assassinés. Rasputin, pour l'instant, il y a deux instances très puissantes qui résistent. Bon, quand même le pouvoir politique, et puis surtout l'Église orthodoxe. Ils disent, là c'est un peu fort de café quand même les gars, on veut bien des gens un peu borderline, etc. Mais Rasputin, c'est pas possible, il est encore trop associé à cette légende noire, et même si le mythe blanc est alimenté par un courant populaire assez fort en Russie, à l'étranger, ça serait malgré tout un mauvais signe. Donc vous voyez, c'est ça où... Et là, on parle un peu de politique aujourd'hui internationale et de que veut vraiment Vladimir Poutine. On ne le sait pas vraiment, mais on sait comment il procède. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Un petit coup, je réprime, un petit coup, je libère. Donc, on va d'un côté dire que c'est de la faute aux étrangers et qu'on a assassiné notre beau Rasputin, ou le faire dire par une certaine frange à peu près autorisée de la population, et de l'autre dire, mais nous protégeons les valeurs de foi, de chrétienté et de civilisation et de collectivité, de vie commune dans un Occident dévoyé, occidentaliste et complètement chrétien, voire envahi par les musulmans. Et on ne va pas donner raison totalement à ce mouvement, tout en s'en servant pour faire pression sur un certain nombre d'églises, un certain nombre de personnalités haut placées, et en s'en servant dans le jeu très malin de louvoiement j'allais dire de Rasputin, de Poutine, entre les différentes puissances, et de se servir de Gérard Depardieu, qui, à peu près à ce moment-là, a obtenu son passeport russe. Et rappelez-vous de cette histoire, il y avait des histoires fiscales. Bon, entre nous, Gérard Depardieu, il aurait pu aller tout simplement comme tout le monde en Suisse, etc. Pourquoi la Russie? Parce que quelqu'un y a trouvé un intérêt. Est-ce que c'est Gérard Depardieu vraiment qui a trouvé un intérêt à avoir un passeport russe? Non, il s'en fiche. Moi, je l'ai croisé plusieurs fois dans les rapports. Il est toujours fourré en Russie, Depardieu. Il y est vraiment toujours. Donc, il n'a aucun problème pour y aller. Il est ultra connu, il fait ce qu'il veut. Donc, c'est un symbole que les Russes nous ont envoyé à nous.
Un symbole de on peut récupérer vos monuments nationaux. Vous avez Rasputin, bah nous on a Depardieu.